Je m'appelle Jula, j'ai 32 ans. Et, pendant toute ma vie, mon père m'a répété que le cockpit d'un avion de chasse n'était pas la place d'une femme, et encore moins celle d'une fille ratée comme moi. Mais la pire des humiliations n'est pas venue de lui. Elle est venue de Marc, mon demi-frère, le garçon en or qu'il traite comme un roi. En plein milieu d'une salle de briefing bondée, vibrant de l'énergie arrogante d'une centaine des plus jeunes pilotes d'Amérique, à la base aérienne de Nelly, Marc a pointé son doigt droit sur mon visage. Il a ri d'un rire fort et tranchant, et a hurlé, « Eh, tu t'es trompé de salle, ma jolie. C'est un endroit pour les vrais pilotes, des hommes comme nous. Ce n'est pas ici que tu trouveras un mari. » L'auditorium tout entier a explosé de rire. Marc m'a fait un clin d'œil, convaincu qu'il venait de marquer un point. J'ai senti le sang affluer à mon visage, le brûlant de chaleur. Non pas par honte, mais par pitié pour son ignorance. Car Marc n'avait aucune idée que la femme qu'il venait d'humilier sous prétexte qu'elle cherchait un mari, portait l'indicatif falconin. J'étais la seule personne, ce jour-là, à avoir l'autorité de décider s'il vivrait ou mourrait dans le ciel. Avant de continuer, dites-moi dans les commentaires depuis quel pays ou quelle région vous nous lisez, et cliquez sur le bouton d'abonnement dès maintenant, si vous voulez voir un sale gosse arrogant, recevoir une leçon qu'il n'oubliera jamais, de la part de la personne même qu'il méprise. L'air, à l'intérieur de la salle de briefing principale de la base de Nelly, avait toujours la même odeur. C'était un mélange rance de climatisation recyclée, qui tentait en vain de combattre la chaleur du désert du Nevada, combiné à l'odeur âcre du café brûlé de l'armée, et au musc écrasant de la testostérone. C'était le premier jour de Red Flag. L'exercice d'entraînement au combat aérien le plus prestigieux au monde. La salle était bondée. Les rangées de sièges en gradin étaient remplies des meilleurs, des plus brillants, ou du moins des plus bruyants, jeunes pilotes de chasse que l'armée de l'air avait à offrir. Ils portaient tous leurs combinaisons de vol vertes, les fermetures éclairs tirées à la hauteur parfaite, les écussons brillants sur leurs épaules. Ils parlaient avec leurs mains, mimant des combats aériens, riant trop fort, prenant la pause. C'était un océan d'ego, et je n'étais qu'un rocher autour duquel il s'écoulait. Je me tenais près de l'avant, sur le côté, près de la fontaine à eau. Je portais une combinaison de vol stérile et sans fioriture. Pas de badge d'identification, aucun insigne de grade sur mes épaules. Pas d'écusson d'unité, juste un vert olive uni. Pour un œil non exercé, ou un œil arrogant, je ressemblais à du personnel de soutien. Peut-être du renseignement, peut-être de l'administration, ou peut-être juste quelqu'un d'égaré. Je tenais un gobelet en polystyrène rempli d'eau tiède, tout en les observant. J'observais leur façon de bouger, leur façon de se regrouper en petites tribus pleines d'assurance. Ils me regardaient, puis ils regardaient à travers moi. Pour eux, une femme dans cette pièce sans grade visible était invisible. Elle faisait partie des meubles. Puis, les doubles portes au fond se sont ouvertes, et le volume sonore dans la pièce a semblé changer. Le lieutenant Mark Wyatt est entré. Mon demi-frère. Même de l'autre côté de la pièce, il ressemblait exactement à notre père. Il avait cette même mâchoire carrée, ces mêmes cheveux blonds parfaitement coiffés, qui défiaient les règles imposant le port du casque, et cette même attitude arrogante, qui donnait l'impression que le bâtiment lui appartenait. Il était flanqué de deux autres pilotes, ses ailiers au bar, si ce n'est dans les airs. Il riait de quelque chose que l'un d'eux avait dit, en lui tapant dans le dos. Il ressemblait à l'enfant de cœur d'une publicité de recrutement. Il a balayé la pièce du regard, cherchant une place de choix, et ses yeux se sont posés sur moi. Il s'est arrêté. Un froncement de sourcils confus a barré son front, puis, son visage s'est détendu en un sourire narquois, qui m'a retourné l'estomac. Il n'a pas vu un capitaine. Il n'a pas vu une vétérane. Il a vu sa grande sœur ratée. Il a donné un coup de coude à son pote, et a marché droit vers moi, sa voix coupant à travers le brouhaha ambiant. « Jalissa » a-t-il dit, assez fort pour que les 5 premières rangées l'entendent. Les bavardages se sont tus, les têtes se sont tournées. « Qu'est-ce que tu fais ici ? Tu t'es perdu en cherchant le bâtiment administratif ? » Je n'ai pas bougé. J'ai gardé un visage neutre, mes mains reposant nonchalamment le long de mon corps. « Bonjour, Marc, ai-je dit, d'une voix égale. Il a gloussé, secouant la tête, comme s'il avait affaire à une enfant un peu lente. « Sérieusement, Jules, c'est le briefing de Red Flag, la cour des grands. Est-ce que papa t'a envoyé pour m'apporter mon déjeuner ou quoi ?» Il s'est approché, envahissant mon espace personnel, pointant un doigt vers la porte. « Tu dois dégager d'ici, ma jolie.
On va parler tactique. De vrais trucs de vol, pas de la paperasse pour laquelle papa a dit que tu étais plus doué. Il s'est tourné vers la salle, écartant grand les bras, faisant le spectacle pour son public. Ma sœur, tout le monde. On dirait qu'elle essaie de trouver un mari, puisque sa carrière de pilote n'a pas marché. La salle a explosé. Ce n'était pas juste quelques gloussements. C'était un rugissement de rire. Une centaine d'hommes, alimentés par l'adrénaline et la mentalité de meute, se moquant de la femme se tenant seule, près de la fontaine à eau. Marc m'a fait un clin d'œil, un geste cruel et dédaigneux. « Allez, file, maintenant » a-t-il dit, en agitant la main comme pour chasser une mouche. « Peut-être que tu pourrais nous ramener du café frais en sortant. Cette cafetière est vide. » La chaleur est montée dans mon cou. Mon cœur a martelé contre mes côtes, une réaction physique à cette flagellation publique. J'ai senti le poids de leur regard, le rejet, et la pure injustice de la situation. Mes doigts se sont recroquevillés vers l'intérieur, mes ongles s'enfonçant dans mes paumes, à l'intérieur de mes poches. J'avais envie de hurler. J'avais envie de lister mes heures de vol. J'avais envie de lui casser le nez, mais je ne l'ai pas fait. J'ai pris une inspiration, lente et profonde, gonflant mon diaphragme, exactement comme je le faisais avant un virage à forte accélération gravitationnelle. J'ai fermé mon esprit au bruit. Je me suis souvenu des pages usées de ma Bible, du verset que j'avais surligné au marqueur jaune des années auparavant. À l'époque où j'avais commencé l'école de pilotage, et où j'avais réalisé à quel point ce chemin serait difficile. Proverbe 12h16. Je l'ai récité dans ma tête, les mots formant un bouclier autour de ma colère. L'insensé laisse voir sa colère sur le champ, mais l'homme prudent cache son outrage. Ou, dans ce cas, la femme prudente. J'ai desserré les mâchoires. J'ai regardé Marc droit dans les yeux. Je n'ai pas reculé. Je n'ai pas baissé les yeux. Je l'ai simplement regardé, avec ce regard froid et impassible, qui mettait généralement les gens mal à l'aise. Mais Marc était trop ivre de son propre ego pour s'en rendre compte. « Avez-vous terminé, lieutenant » ai-je demandé doucement. « J'essaie juste de t'aider à sauver la face, Jules » a-t-il ricané. Soudain, la porte à l'avant de la pièce, celle réservée à l'état-major, s'est ouverte avec fracas. Le son a claqué comme un coup de feu. « Garde à vous » a hurlé une voix. Les rires ont cessé instantanément. Le silence qui a suivi était lourd, étouffant. Le bruit d'une centaine de corps se mettant au garde-à-vous a rempli l'air. Le bruissement des combinaisons de vol, et le martèlement des bottes. Marc s'est raidi, son sourire narquois s'évanouissant, ses yeux dardant vers l'avant. Le général Harris est entré. C'était une légende dans l'armée de l'air, un homme aux cheveux argentés, et au visage taillé dans le granit, portant 3 étoiles sur ses épaules. Il n'a pas regardé la foule. Il n'a pas regardé l'écran du projecteur. Il marchait avec détermination, ses bottes résonnant sur le sol en lino. Il a marché droit vers nous. Marc a bombé le torse, se préparant à saluer le général, un regard désespéré qui criait « Remarquez-moi » dans les yeux. Il a commencé à lever la main pour un salut. Mon général, j'étais juste. Le général Harris n'a même pas scié en sa direction. Il est passé devant Marc, comme s'il était un fantôme. Il s'est arrêté directement devant moi. La pièce entière a retenu son souffle. Marc avait l'air confus, sa main planant à mi-hauteur, la bouche légèrement ouverte. Le général Harris s'est arrêté. Il m'a dévisagé de la tête aux pieds, son regard perçant et respectueux. Puis, lentement, délibérément, le général 3 étoiles a levé la main, et a fait un salut parfait et impeccable. « Falcon 1 » a dit le général, sa voix portant jusqu'au fond de la salle silencieuse. « La parole est à vous. Faites-leur vivre un enfer. » J'ai rendu le salut, vif et professionnel. « Merci, mon général. » J'ai baissé la main, et j'ai regardé Marc. Toutes les couleurs avaient déserté son visage. Il avait l'air de venir de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Sa bouche s'est ouverte et fermée, mais aucun son n'en est sorti. La réalisation s'abattait sur lui, lente et terrifiante. Je ne lui ai pas dit un mot. Je n'en avais pas besoin. Je lui ai tourné le dos, et j'ai monté les marches vers le podium, prenant ma place au centre de la scène. J'ai balayé la mer de visages. Les mêmes visages, qui riaient 10 secondes auparavant. Maintenant, ils avaient l'air terrifiés. J'ai pris le microphone.
Prenez vos places, ai-je ordonné. Le bruit de 100 hommes s'asseyant simultanément fut la seule réponse. Je suis le major Jalissa Wyatt. Mon indicatif est Falcon 1. Je suis le commandant de mission de la Force aérienne rouge. J'ai fait une pause, laissant le silence s'étirer, laissant Mark transpirer dedans. Et pour les 2 prochaines semaines, c'est moi qui décide si vous survivez là-haut. Ce salut du général Harris m'a fait l'effet d'un soleil chaud, après un long et rude hiver. C'était le genre de respect dont j'avais été affamé, tout au long de ma vie. Mais alors que je me tenais là, sur ce podium, regardant le visage pâle et terrifié de Mark, mon esprit n'est pas resté dans ce moment de victoire. Au lieu de cela, il a dérivé 2 semaines en arrière. Il est retourné à l'instant, qui a alimenté le feu brûlant dans ma poitrine en ce moment même. Il est retourné à une table de dîner au Prime Cut, l'un des restaurants de viande les plus chers de Las Vegas, où l'air sentait le bœuf vieilli, l'eau de Cologne hors de prix, et les attentes étouffantes de mon père. Le restaurant était faiblement éclairé, le genre d'endroit où les banquettes sont en acajou foncé et en cuir, et où les serveurs portent des smokings. Nous étions là pour célébrer Mark. Bien sûr. Il venait d'obtenir sa place pour Red Flag, ce même exercice que je commandais secrètement. Mais pour ma famille, Mark était le héros, et je n'étais que la spectatrice. Mon père, le colonel Rhett Wyatt, à la retraite, était assis en bout de table, tel un roi tenant sa cour. Il faisait tournoyer un verre de cabernet de la Napa Valley, le liquide rouge accrochant la lumière de la bougie. Il regardait Mark, avec une fierté si intense, que c'en était presque douloureux à regarder. « Ah Mark », a annoncé mon père, en levant son verre. Sa voix était tonitruante, attirant les regards des tables voisines. La prochaine génération, celle qui ramènera enfin le nom Wyatt dans la stratosphère. À l'héritage, a fait écho ma belle-mère. Elle a pris une délicate gorgée de son vin, puis a tourné son regard vers moi. Ce n'était pas un regard de haine. C'était pire. C'était de la pitié. Un sourire doux et condescendant, qui disait, « Ce n'est pas grave, ma chérie. Nous savons que tu as essayé. » J'ai levé mon verre d'eau. Je ne buvais pas d'alcool. Et j'ai murmuré, à Mark. Mark rayonnait. Il a coupé dans son entrecôte avec os, cuite à la perfection, saignante, le jus s'accumulant sur l'assiette en céramique blanche. « Merci, papa », a-t-il dit, la bouche à moitié pleine. « Attends de voir l'oiseau que je pilote. Le F-35 est une bête. Rien que l'avionique. Il se pilote pratiquement tout seul. Je vais tourner autour de ces escadrons d'agresseurs. » J'ai resserré ma prise sur ma fourchette. Ces escadrons d'agresseurs. Il parlait de mon unité. Il parlait de moi. C'est super, fils, a dit papa, en se penchant en avant. Puis, comme s'il se souvenait qu'une obligation sociale lui imposait de reconnaître mon existence, il a tourné légèrement la tête vers moi. Et toi, Julissa? Comment ça se passe au bureau? Il l'appelait toujours, le bureau, comme si je travaillais dans un box, à classer des déclarations d'impôts. En fait, papa, ai-je dit, en essayant de garder une voix stable. Le travail est intense. Nous avons développé de nouveaux scénarios tactiques pour l'équipe rouge, simulant des menaces de 5e génération en utilisant le. Il a fait un geste de la main, me coupant la parole au milieu de ma phrase. D'accord, d'accord. N'ennuyons pas Mark avec les détails administratifs. C'est bien que tu sois en sécurité au sol, Jules, vraiment. Il a pris une autre gorgée de vin, ses yeux se durcissant. La paperasse est plus sûre pour les femmes. Ta mère. Elle n'a jamais compris ça. Elle devait toujours en faire plus, elle devait toujours être dans le cockpit. Et regarde où ça l'a menée. La table est devenue silencieuse. La mention de ma mère, morte en servant son pays, une pilote bien meilleure que mon père ne l'a jamais été, flottait dans l'air comme de la fumée. Il ne la pleurait pas. Il utilisait sa mort pour justifier sa déception envers moi. Il était en train de dire, tu es une erreur, tout comme elle l'était. J'ai ravalé la boule dans ma gorge. C'était une héroïne, papa. Elle était têtue, a-t-il corrigé froidement. Puis, le masque du père jovial est revenu. Il a cherché sous la table. Assez parlé du passé. Nous avons des cadeaux. Il a sorti une lourde boîte rectangulaire, recouverte de velours. Il l'a fait glisser sur la nappe blanche, jusqu'à Mark. Mark l'a déchiré, comme un gamin le matin de Noël.
Il a ouvert la boîte et a halté. À l'intérieur, se trouvait une Breitling Navitimer, le chronographe ultime du pilote, boîtier en acier, cadran noir, lunettes à règles à calcul complexe. C'était une montre à 8000 €, un symbole, un héritage familial. Papa, a balbutié Marc, en la mettant à son poignet. C'est. Waouh. Tu l'as mérité, a dit papa, rayonnant. Un pilote a besoin d'une vraie montre. Porte-la quand tu passeras le mur du son. Puis, papa s'est tourné vers moi. Il a mis la main dans la poche de sa veste, et en a sorti une fine enveloppe blanche. Il l'a fait glisser de l'autre côté de la table. Elle était légère, insignifiante. Je ne t'ai pas oublié, Jules, a-t-il dit, d'un ton désinvolte. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait une carte cadeau en plastique. Je l'ai sortie. C'était pour une chaîne de supermarché. Whole Foods. Le montant, écrit au marqueur noir au dos, était de 50 €. J'ai fixé l'objet. Une carte cadeau de 50 € pour des courses. Le contraste était si violent, que cela a ressemblé à une gifle physique. 8000 € et un héritage pour le fils. 50 € et une suggestion d'aller acheter du lait pour la fille. Ce n'était pas une question d'argent. Je gagnais un salaire de major. Je n'avais pas besoin de son argent. C'était le message. La montre disait, je crois en ton avenir. La carte cadeau disait, j'ai pitié de ton présent. Merci, papa, ai-je chuchoté, ma voix étant à peine audible. C'est pratique. Il faut bien manger, pas vrai? Marc a ri, en admirant sa nouvelle montre. Peut-être que tu pourras t'acheter un peu de ce chou frisé bio que tu aimes tant. C'est à ce moment-là que j'ai senti que quelque chose se brisait en moi. C'est une douleur qu'il est difficile de décrire, à moins de l'avoir ressentie soi-même. Si vous écoutez ceci, et que vous avez déjà été l'enfant négligé, celui qui n'était jamais assez bien, peu importe ses efforts, j'ai besoin que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. S'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime dès maintenant, pour montrer que nous sommes plus forts que leur mépris. Et dans les commentaires, je veux que vous écriviez simplement « j'ai de la valeur ». Créons un mur de soutien, pour tous ceux qui ont déjà reçu le traitement de la carte cadeau, pendant que quelqu'un d'autre recevait l'or. Je ne pouvais plus rester assise là. L'odeur de la viande me donnait soudain la nausée. Le son de leur rire ressemblait à du papier de verre sur ma peau. Excusez-moi, ai-je dit, en me levant brusquement. Les toilettes. Je n'ai pas attendu de réponse. J'ai marché rapidement, passant devant les autres tables, devant les familles heureuses et les repas d'affaires, et j'ai poussé la porte des toilettes pour femmes. C'était calme à l'intérieur. Le sol était en carrelage noir et blanc, immaculé, et froid. J'ai agrippé le bord du lavabo en marbre, mes jointures devenant blanches. J'ai fixé mon reflet dans le vaste miroir. J'ai cherché mon père sur mon visage, mais je ne l'ai pas vu. Je l'ai vue, elle. J'ai vu les yeux perçants de ma mère. J'ai vu la ligne de mâchoire qui ne savait pas abandonner. J'ai ouvert le robinet, laissant l'eau froide couler sur mes poignets. Je ne pleurais pas pleurer, c'était pour la petite fille qui voulait l'approbation de son papa. Cette fille-là est morte à la table du dîner ce soir. Ils ne savent pas, ai-je chuchoté à mon reflet, le son rebondissant sur les murs carrelés. Ils pensent que je suis une secrétaire. Ils pensent que je suis faible. J'ai séché mes mains avec une serviette en papier, mes mouvements lents et délibérés. J'ai pensé au briefing de mission prévu dans 2 semaines. J'ai pensé au registre des vols, que j'avais déjà approuvé. J'ai pensé à l'indicatif, Falcon 1. J'ai jeté la serviette en papier dans la poubelle. Elle a touché le fond avec un bruit sourd. Profite bien de ta montre, Marc, ai-je dit à la pièce vide. Parce que dans 2 semaines, ton temps est écoulé. J'ai réajusté ma veste, j'ai replacé une mèche de cheveux rebelle, et je suis retourné dans la salle à manger. Je me suis assise, j'ai fini mon eau, et je les ai regardés faire la fête. Je n'ai pas dit un mot de plus. Je n'en avais pas besoin. Je savais quelque chose qu'ils ignoraient. L'addition allait arriver, et tôt ou tard, tout le monde doit payer. Ce reflet dans le miroir des toilettes du restaurant, celui encadré par une lumière dorée et chaleureuse et par du carrelage cher, s'est effacé de mon esprit. Il a été remplacé par une autre sorte de reflet, un que je connaissais bien mieux. C'était le reflet fantomatique et pâle de mon propre visage, qui me dévisageait depuis un écran d'ordinateur noir, dans une pièce sans fenêtre,
profondément enfoui sous le désert du Nevada. Ils appelaient ça le caveau. C'était une installation de sécurité pour informations sensibles et compartimentées, ou SIF. Ça sentait l'ozone, les fils brûlés, et l'odeur métallique distincte de la solitude. Il n'y avait pas de fenêtre, pas d'horloge, et le seul bruit était le bourdonnement bas et constant des serveurs, refroidissant les superordinateurs massifs qui faisaient tourner les simulations de guerre. C'était chez moi depuis 3 ans. C'était là que Julissa Wyatt était morte, et que Falcon 1 s'était construite à partir de ses cendres. Tout a commencé avec l'incident. Le souvenir avait encore un goût de cuivre dans ma bouche. Il y a 3 ans, j'étais sur la voie de l'excellence. Je pilotais des F-16, j'accumulais les heures de vol, je gardais la tête baissée. Puis est venue une sortie d'entraînement de routine, avec Kyle Reaper Vance. Kyle était tout ce que l'armée de l'air adorait. Bruyant, confiant, et un homme. Pendant une manœuvre en formation serrée, Kyle a dérivé. Il est devenu négligent. Il a franchi la bulle de sécurité, manquant de couper mon aile. Pour nous sauver tous les deux, j'ai brusquement rompu la formation, soumettant l'avion à une force G excessive, et endommageant la structure de l'appareil. Sur le tarmac, j'attendais des excuses. Au lieu de cela, j'ai eu droit à une embuscade. Kyle a dit au commandant que j'avais paniqué. Il a dit que j'étais devenu émotive et erratique en vol. Kyle a juste sursauté. Monsieur, a-t-il dit avec un haussement d'épaule, cette trahison désinvolte que les hommes comme lui pratiquent si facilement. Peut-être que c'était cette période du mois. Le commandant n'a pas vérifié l'enregistreur de données de vol. Il n'a pas interrogé l'équipe au sol. Il a juste hoché la tête. C'était le club des bons vieux copains, qui serrait les rangs. J'ai été cloué au sol, dans l'attente d'une enquête qui n'a jamais vraiment eu lieu. J'ai été étiqueté comme un risque en vol. Mais le pire n'a pas été de perdre mes ailes. Ce fut l'appel téléphonique à mon père. Je me souviens m'être tenu près de la cabine téléphonique à l'extérieur du hangar, retenant mes larmes, lui expliquant que j'avais été écarté de l'escadron. J'attendais qu'il se mette en colère contre eux. J'attendais qu'il réclame justice. Au lieu de cela, j'ai entendu un lourd soupir à l'autre bout du fil. Tu vois, a dit Rhett Wyatt, sa voix dépourvue de surprise. Je te l'avais dit, Julissa. La biologie est la biologie. Le cockpit est une cocotte minute. Tu n'es pas faite pour cette chaleur. Rentre à la maison. Peut-être que nous pourrons te trouver un travail dans la logistique. Je te l'avais dit, a brisé quelque chose en moi. Mais cela ne m'a pas abattu. Cela m'a ouverte. J'ai refusé d'abandonner. Si on ne me laissait pas voler avec eux, j'apprendrais comment les abattre. J'ai demandé mon transfert chez les agresseurs, l'équipe rouge, les méchants, les pilotes qui étudiaient les tactiques ennemies pour former les gentils. C'était considéré comme une voie sans issue, pour les ratés et les marginaux. Moi, je l'ai traité comme un programme de doctorat sur la guerre. Pendant 3 ans, j'ai vécu dans le caveau. J'ai arrêté d'aller au club des officiers. J'ai arrêté d'avoir des rendez-vous amoureux. J'ai arrêté de prendre de vrais repas, survivant avec des crackers de distributeurs automatiques, et des boissons énergisantes tièdes, qui avaient un goût d'acide de batterie. Je travaillais 18 heures par jour. Je n'ai pas seulement appris à piloter les avions ennemis dans le simulateur. J'ai appris à penser comme eux. Je me suis appris à lire le russe technique, pour pouvoir comprendre les manuels de vol Sukhoi, dans leur langue d'origine. J'ai mémorisé la signature radar de chaque avion de chasse de l'arsenal américain. J'ai appris leurs angles morts. J'ai appris que les pilotes américains, surtout les jeunes têtes brûlées comme Mark, souffraient d'un défaut fatal bien spécifique. L'arrogance. Ils faisaient trop confiance à leur technologie. Ils se croyaient invincibles. Je suis devenu un prédateur. Je m'asseyais dans cette pièce sombre, mon visage éclairé par la lueur bleue des cartes tactiques, concevant des scénarios qui étaient de véritables cauchemars. Je n'étais plus seulement une pilote. J'étais une architecte de la fin du monde. J'ai appris comment les appâter, comment les frustrer, comment les mettre en colère, car un pilote en colère fait des erreurs. Une nuit, ou peut-être était-ce tôt le matin, le temps n'existait pas dans le caveau, je dirigeais une simulation en solo. Il était 3 heures du matin. Je contrôlais un groupe de 4 Su-57 numériques, contre un escadron de 12 F-35. Les probabilités étaient impossibles. C'était exactement comme ça que j'aimais les choses.
Mes doigts volaient sur le clavier et les commandes des gaz. Je ne paniquais pas. J'étais dans un état de concentration absolue, froide et précise. J'ai utilisé l'un de mes jets numériques comme un lapin, un leurre, entraînant l'équipe bleue dans un piège de missiles solaires. Puis, je les ai pris à revers. L'un après l'autre, les gentils ont disparu de l'écran. Cible 1 détruite, cible 2 détruite, cible 3 détruite. J'ai vidé le tableau des cibles. 12 avions américains abattus. 0 perte pour moi. Je me suis adossé à ma chaise, frottant mes yeux brûlants, expirant un souffle que je ne savais même pas avoir retenu. Relancer la simulation, a dit une voix depuis l'ombre, derrière moi. J'ai sursauté, faisant pivoter ma chaise. Se tenant là, tenant un gobelet de café en polystyrène, se trouvait le général Harris. Je ne l'avais pas entendu entrer. Il portait son uniforme bleu de cérémonie, revenant probablement d'une réunion nocturne à DC. Il regardait mes écrans, avec une intensité qui m'a déstabilisé. Mon général, ai-je balbutié, commençant à me lever pour le saluer. Asseyez-vous, Major, a-t-il ordonné, d'un geste de la main. Il s'est approché, regardant les journaux de bord de la simulation. Vous venez d'anéantir un escadron entier, en moins de 8 minutes, en utilisant des appareils inférieurs. Comment? Ils étaient trop agressifs, monsieur, ai-je répondu, ma voix étant rauque à force de ne pas avoir parlé. Ils cherchaient absolument à faire carton plein. Ils n'ont pas vérifié leurs arrières. Je leur ai donné ce qu'ils voulaient voir, puis je les ai frappés là où ils ne regardaient pas, le général a hoché la tête lentement. Il a regardé autour de la petite pièce exiguë. Il a vu les canettes de boissons énergisantes vides, les piles de manuels russes, le sac de couchage roulé dans un coin. Il a vu l'obsession. Il a vu le tissu cicatriciel, recouvrant la blessure que mon père et le système m'avaient infligée. Ils disent que vous êtes une ratée, Wyatt, a dit Harris, en me regardant droit dans les yeux. Ils disent beaucoup de choses, monsieur. Ils ont tort, a-t-il affirmé. Il a pris une gorgée de son café, sans jamais détacher ses yeux des miens. Vous n'êtes pas un simple pilote de chasse, Major. Vous êtes un grand maître. Vous ne pilotez pas l'avion. Vous pilotez l'échiquier tout entier. Il a posé sa main sur le dossier de ma chaise. Red Flag commence dans 2 semaines. Je vire l'actuel commandant de la force aérienne rouge. Il est trop tendre. Il laisse l'équipe bleue gagner, pour qu'ils se sentent bien. Mon cœur s'est arrêté. Je veux que ce soit vous qui dirigiez les opérations, a déclaré Harris. Je veux que vous les brisiez. Je veux que vous leur donniez une leçon d'humilité. Pouvez-vous faire ça? J'ai pensé à Marc. J'ai pensé au « je te l'avais bien dit » de mon père. J'ai pensé à chaque homme qui avait déjà regardé à travers moi. Je peux les enterrer, monsieur, ai-je répondu. Le général a souri. C'était un sourire féroce et dangereux. Bien. Votre nouvel indicatif n'est pas ma jolie, ou peu importe les âneries dont il vous appelait. À partir de maintenant, vous êtes Falcon 1. Vous avez l'autorité de tir. Il s'est retourné, et a disparu dans l'obscurité, me laissant seul avec le bourdonnement des ordinateurs. Mais la pièce ne me semblait plus du tout solitaire. Elle ressemblait à un cockpit. Et pour la première fois depuis des années, j'étais prête pour le décollage. 2 semaines plus tard, je quittais le soleil aveuglant du Nevada, pour entrer dans l'obscurité fraîche et pressurisée, du centre de commandement et de contrôle de la gestion des combats. Nous l'appelions la cage. Si le caveau était l'endroit où je concevais les cauchemars, la cage était l'endroit où je les déclenchais. La pièce vibrait d'une énergie différente de celle de la salle de briefing. À l'étage, ce n'était qu'ego et posture. En bas, c'était la compétence à l'état pur. L'air sentait l'ozone, la cire pour le sol, et le glaçage sucré d'une boîte de beignets Dunkin' Donuts à moitié mangée, posée sur la console centrale. C'était l'odeur du travail. Alors que je badais, et posais le pied sur le sol des opérations, l'atmosphère a changé. Ce n'était pas de la peur. Je ne dirigeais pas par la peur. C'était de l'état de préparation. Mike, Sarge, Peterson a été le premier à me voir. Mike était un maître sergent à la retraite de 60 ans, qui lisait des écrans radars depuis l'opération Tempête du désert. C'était un homme qui avait tout vu, un homme qui n'avait aucune patience pour les officiers qui ne connaissaient pas leur travail. Il était assis à la console radar principale, le visage éclairé par le balayage ambré de l'écran.
Il s'est levé immédiatement. Il n'était pas obligé. Il était un entrepreneur civil maintenant, mais il s'est levé. Bonjour, patronne, a dit Mike, sa voix étant graveleuse et chaleureuse. Bonjour, Mike. Comment se présente le tableau? L'image est claire, madame. Tous les capteurs sont au vert. La liaison de données est opérationnelle. Avant que je ne puisse atteindre le siège de commandement, Mike m'a tendu la main. Il tenait un gobelet en polystyrène rempli de café noir, brûlant. Sans sucre, sans crème, exactement comme je le buvais. J'ai pris la tasse, sentant la chaleur s'infiltrer dans mes doigts froids. Je me suis arrêté une seconde, l'ironie m'envahissant. 2 semaines plus tôt, mon frère m'avait dit d'aller chercher du café pour les vrais hommes. Aujourd'hui, un homme qui avait oublié plus de choses sur le combat aérien que Marc n'en apprendrait jamais, me servait le café. Non pas parce que j'étais une femme, non pas parce que j'étais une Wyatt, mais parce que j'étais le commandant de mission. Merci, Mike, ai-je dit. Vous en aurez besoin, a-t-il grommelé, en se rasseyant. La force bleue roule sur le tarmac. Ils ont l'air enthousiastes. Je me suis dirigé vers le centre de la pièce, vers la plateforme surélevée qui m'offrait une vue sur tous les écrans. Sarah, mon analyste en chef du renseignement, tapait déjà furieusement à son poste. Sarah avait 24 ans, c'était un génie des données de guerre électronique. Elle pouvait regarder un fatras d'ondes radio, et vous dire ce que le pilote avait mangé au petit déjeuner. Bonjour, Major, a dit Sarah, sans lever les yeux de son clavier. Ses doigts étaient flous à force d'aller vite. J'ai chargé les bibliothèques de menaces que vous avez demandées. Nous simulons les signatures radar du SA-20 aujourd'hui. Haute altitude, longue portée, du SAL. Bon travail, Sarah, ai-je dit, en prenant place. J'ai mis mon casque, les oreillettes en mousse bloquant le bourdonnement ambiant des serveurs. J'ai ajusté le microphone. Écoutez tous. La pièce est devenue silencieuse. Chaque tête s'est tournée légèrement vers moi, chaque oreille à l'écoute. Aujourd'hui n'est pas une simple sortie d'entraînement, ai-je dit, ma voix étant calme, mais projetée dans chaque coin de la pièce. Nous avons une centaine de jeunes pilotes là-haut, qui pensent que le F-35 les rend invincibles. Ils comptent sur leur furtivité. Ils comptent sur leurs capteurs. Ils pensent que c'est la machine qui fait l'homme. J'ai pris une gorgée de café amer. Notre travail aujourd'hui n'est pas de les tuer. Pas encore. Notre travail est de les mettre à nu. Nous allons brouiller leur communication. Nous allons inonder leurs écrans de cibles fantômes. Nous allons séparer les chefs de vol de leurs ailiers. Nous allons leur enseigner l'humilité. Reçu, patronne, a dit Mike, en faisant craquer ses jointures. L'humilité est ma spécialité. Sarah, ai-je demandé. Connectez-moi à la fréquence de la force bleue. Écoute passive uniquement. Je veux entendre ce qu'ils disent avant le début du combat. Connexion en cours, a dit Sarah. Une explosion d'électricité statique a rempli mon casque, suivie par les voix nettes et trop confiantes des pilotes de la Blue Force. Ils discutaient sur la fréquence tactique, une violation de la discipline radio, mais ils s'en fichaient. Ils étaient l'équipe Wyatt, ou du moins l'équipe dirigée par l'un d'eux. Matez ce lever de soleil, les gars, a dit une voix. Je l'ai reconnu instantanément. C'était Marc. Même à travers la distorsion numérique de la radio, son arrogance était indéniable. On dirait une belle journée pour un tir au pigeon. Je parie que l'équipe rouge est encore en train de se réveiller. Tu crois qu'ils ont envoyé l'équipe B aujourd'hui, Vipé, a demandé un autre pilote. Vipé était l'indicatif de Marc. Bien sûr que oui. Tellement cliché. Marc a ri. Peu importe qui ils ont envoyé. Papa observe depuis la terrasse VIP aujourd'hui. Je vais abattre 3 bandits avant le déjeuner. Ne vous mettez pas en travers de mon chemin, et regardez le maître à l'œuvre. Ma main s'est resserrée autour de l'accoudoir de mon fauteuil. La mention de mon père observant. Bien sûr qu'il était là. Il n'était pas là pour observer l'exercice. Il était là pour assister au couronnement de Marc. Sarah a pivoté sur sa chaise, en éloignant une des oreillettes de son casque. Elle m'a regardé avec de grands yeux hésitants. Elle savait qui était Marc. Tout le monde sur la base connaissait les rumeurs sur la fratrie Wyatt. Major, a hésité Sarah, sa voix baissant pour devenir un murmure, afin que les autres n'entendent pas, ce n'est pas. N'est-ce pas votre frère, le lieutenant Wyatt?
J'ai regardé Sarah. J'ai vu l'inquiétude dans ses yeux. Elle craignait que je ne sois compromise. Elle s'inquiétait que je sois indulgente avec lui, ou pire, que je laisse mes émotions obscurcir mon jugement. J'ai levé les yeux vers l'écran tactique principal. L'écran géant sur le mur montrait l'ensemble du polygone d'essai et d'entraînement du Nevada. Au sud, un groupe de symboles bleus poussait vers le nord. Au nord, ma force rouge, 4 F-16 agresseurs peints en camouflage noir et gris, tournaient en circuit d'attente, attendant mon ordre. Sarah, ai-je dit, ma voix étant plate, dépourvue de toute chaleur. Regardez cet écran. Que voyez-vous? Elle a cligné des yeux. La force bleue, madame. 4 F-35. Exactement, ai-je dit. Je vois 4 avions. Je vois des signatures thermiques. Je vois des surfaces équivalentes radar. Dans cette pièce, Sarah, je n'ai pas de frère. Je n'ai pas de père. Je n'ai que des cibles. Et en ce moment, cette cible principale vole de manière négligente. Sarah s'est redressée, son expression se durcissant pour redevenir professionnelle, et elle a hoché la tête une fois. Compris, patronne. Mike, ai-je appelé. Quel est le statut de mon vol rouge? Le vol rouge est sur zone, Major. Ils ont soif. Le pilote de tête demande la permission d'engager. J'ai vérifié l'heure. Il était 8 heures pile. Les règles d'engagement sont actives, ai-je dit dans le microphone, ma voix étant diffusée à mes pilotes dans les airs, et à mon équipe dans la pièce. Red Lead, ici Falcon 1. Vous êtes autorisé à engager. Exécutez le plan Alpha. Séparez le leader de la meute. Faites-lui croire qu'il est seul là-haut. Falcon 1, Red Lead bien reçu. Le combat commence. Sur l'écran géant, les symboles rouges ont tourné vers le sud, en accélérant. Ils se déplaçaient comme une meute de loups, s'abattant sur un mouton égaré. Les symboles bleus ont continué à dériver vers le nord, inconscients, discutant du lever du soleil, ignorant totalement que le sol sous eux venait de se dérober. Je me suis adossé à mon fauteuil, observant la géométrie de la bataille se former. Mark était là-haut, planant dans le jet hors de prix que mon père aimait plus que moi, portant la montre qui coûtait plus cher que ma voiture. Il pensait être le personnage principal de cette histoire. Mais ici, en bas, dans le noir, entouré par les personnes qui me respectaient réellement, c'était moi qui tenais le stylo. Mike, ai-je dit doucement. Brouillez leur liaison de données. Avec plaisir, patronne. La suite de guerre électronique s'est activée. Là-haut dans le ciel, les écrans sophistiqués de Mark étaient sur le point de commencer à lui mentir. Le jeu avait officiellement commencé. L'écran radar devant moi était un océan noir, ponctué par la géométrie lumineuse de la guerre. Depuis ma chaise surélevée dans la cage, j'observais la représentation numérique du désert du Nevada. Pour les non-initiés, cela ressemblait à un jeu vidéo. Pour moi, c'était le profil psychologique de chaque pilote dans le ciel. Et à cet instant, le profil de VIP1, le lieutenant Mark Wyatt, clignotait en rouge avec la mention narcissique. Red Lead, exécutez la manœuvre Delta, ai-je murmuré dans mon casque. Dépendez la carotte. Sur l'écran, l'un de mes F-16 agresseurs a rompu la formation. Il a volé bas et lentement, s'inclinant paresseusement vers l'ouest, agissant comme un oiseau blessé, séparé de son vol. C'était le plus vieux truc du monde. Un pilote discipliné l'ignorerait, s'en tiendrait au plan de mission, et maintiendrait la couverture de supériorité aérienne. Un pilote discipliné saurait qu'une cible isolée et lente, dans un environnement à haut risque, n'est jamais réellement seul. Mais Mark n'était pas discipliné. Il était affamé. Talio, a crépité la voix de Mark dans les haut-parleurs, forte et déformée par l'adrénaline. J'ai un visuel sur un bandit. Avion isolé, bas à 9 heures. Il a l'air perdu. VIP1, resté en formation, a supplié son ailier, un lieutenant à la voix nerveuse nommé Miller. Nous avons un objectif de mission, couvrir les bombardiers. Au diable les bombardiers, a lâché Mark. Je ne vais pas laisser un frag gratuit s'envoler. J'engage. J'ai regardé le symbole bleu représentant le F-35 de Mark, se détacher de son groupe de vol. Il a allumé la post-combustion, plongeant vers mon leurre. Il poursuivait la gloire. Il pensait au nombre de cibles abattues dont il pourrait se vanter au bar ce soir. Il pensait à notre père,
qui regardait sans aucun doute le flux de télémétrie depuis la terrasse d'observation VIP, hochant la tête en signe d'approbation devant les instincts agressifs de son fils. Mark n'a pas vu le piège. Il n'a pas vu les deux autres F-16 rouges, tapis dans l'ombre radar des parois du canyon, invisibles à ses capteurs, parce qu'il était trop concentré sur une victoire facile. Il volait à l'aveugle, guidé uniquement par son ego. « Sarah », ai-je dit, gardant une voix calme. « Donnez-moi l'évaluation de la menace. » Il vole droit dans une zone de destruction simulée de SA-20, patronne, a répondu Sarah, ses doigts volant sur le clavier. Et il a 2 bandits qui se rapprochent dans ces 6 heures. Il est mort dans 30 secondes. J'avais le choix. Je pouvais le laisser mourir maintenant. Je pouvais laisser mes pilotes le verrouiller, transformant son chasseur furtif hors de prix en confetti numérique. Ce serait satisfaisant. Cela prouverait que j'avais raison. Mais ce serait trop facile. S'il mourait maintenant, il trouverait des excuses. Il dirait que ses capteurs ont mal fonctionné, ou que la simulation était truquée, ou qu'il avait juste manqué de chance. Mon père le soutiendrait. Pas de chance, mon fils. Tu les auras la prochaine fois. Non, je ne voulais pas qu'il perde simplement. Je voulais qu'il soit humilié. Et pour cela, j'avais besoin qu'il pense qu'il était en train de gagner. J'avais besoin de gonfler son ego jusqu'à ce qu'il soit si gros, que lorsqu'il éclaterait enfin, le bruit ferait exploser les fenêtres. Mais j'avais quand même un travail à faire. J'étais l'observateur de sécurité, ainsi que le commandant de la mission. J'ai atteint l'interrupteur sur ma console, qui activait le modulateur de voix. Cela a rendu ma voix plus grave, la dépouillant de tout genre et de toute identité, me transformant en la voix anonyme de Dieu. VIP1. J'ai émis sur la fréquence de garde, le canal d'urgence. Tout le monde écoutait. Vous entrez dans une zone à haut risque. Multiples indications de SAM, embuscade de bandits imminente. Annulez la passe. Retournez en formation. Il y a eu une pause. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait écouter. J'ai cru que peut-être, juste peut-être, l'entraînement prendrait le pas sur l'arrogance. Puis, Mark a activé son micro. Commandement, libérez le canal. J'ai un verrouillage. Je n'ai pas besoin d'un vulgaire gratte-papier pour me dire comment piloter mon avion. Je vois la cible. Je tire. Gratte-papier. L'insulte a flotté dans l'air frais de la salle de contrôle. À côté de moi, Mike s'est raidi. Il a levé les yeux vers moi, les yeux écarquillés. Il savait exactement qui était ce gratte-papier. Il a attendu que j'explose. Il a attendu que je hurle dans le micro pour me révéler, et clouer Mark au sol sur le champ. Je n'ai pas cligné des yeux. Je n'ai pas haussé la voix. J'ai regardé l'écran. Mark était maintenant profondément enfoncé dans le piège. Mes 2 agresseurs cachés l'avaient verrouillé. Ils avaient une solution de tir parfaite. Solution Fox 2 acquise, a rapporté le pilote de tête rouge dans mon oreille. Je l'ai dans le viseur, Falcon 1. Demande l'autorisation d'abattre. J'ai observé la géométrie sur l'écran. Mark alignait son tir sur le leur. Il était à quelques secondes de sa victoire. Négatif, ai-je dit. Ma voix était de glace. Cessez le feu. Mike a pivoté sur sa chaise. Patronne, il est à découvert. Ils peuvent l'abattre tout de suite. Cessez le feu, ai-je répété. Laissez-le tirer. Laissez-le avoir sa victoire. Mais pourquoi, a demandé Mike, confus. Il a enfreint les règles. Il vous a insulté. Si nous le tuons maintenant, il n'apprend rien, ai-je dit, en fixant le point bleu de Mark. Il a besoin de croire qu'il est intouchable. Il a besoin de croire en sa propre légende. Laissez-le avoir sa petite victoire. Laissez-le se prendre pour un dieu pendant 15 minutes de plus, parce que quand je le balayerai enfin du ciel. Je veux qu'il sache que ce n'était pas de la malchance. Je veux qu'il sache que c'était moi. Sur l'écran, Mark a tiré. Fox 2. Fox 2, cible indétruite. Il a hurlé en triomphe. L'avion leur a reconnu la touche, et a éteint son transpondeur, signalant qu'il était détruit. Mark a tiré sur le manche, engageant son jet dans une montée verticale abrupte, une manœuvre de victoire qui brûlait un carburant précieux, et épuisait toute son énergie. C'était un mouvement de bleu. C'était un mouvement de frimeur.
Vous avez vu ça, les gars, a fanfaronné Marc à la radio. C'est comme ça qu'on nettoie le ciel. Un de moins, plus que 3. Il n'en avait aucune idée. Il n'avait aucune idée que mes 2 assassins volaient silencieusement à seulement 3 km derrière lui. Leur radar en mode veille, le traquant avec des systèmes de recherche et de poursuite à infrarouge. Il avait traversé la zone mortelle à 3 reprises, au cours des 60 dernières secondes. À tous les égards, c'était un homme mort. Toutes les unités rouges, ai-je commandé doucement. Éclipsez-vous. Désengagez. Laissez-le rentrer chez lui. Mes pilotes ont rompu la formation, disparaissant à nouveau dans le bruit numérique. Marc a tourné son jet vers la base, ignorant qu'il n'était en vie que parce que je l'avais permis. Il se croyait un prédateur. Il ne réalisait pas qu'il n'était qu'une souris, avec laquelle le chat avait décidé de jouer un peu plus longtemps. Sarah, ai-je dit, en enlevant mon casque. Sauvegarder l'enregistrement. Sauvegarder l'audio où il refuse l'ordre de sécurité. Sauvegarder la télémétrie, montrant qu'il était verrouillé par 3 missiles différents. Sauvegarder et crypter, patronne, a dit Sarah, un petit sourire complice flottant sur ses lèvres. Bien, ai-je dit, en me levant. Il va atterrir maintenant. Il va entrer dans cette salle de débriefing, comme s'il était le maître des lieux. Il va raconter à papa à quel point il est génial. J'ai regardé l'écran vide où la bataille venait de faire rage. Laissez-le profiter du coucher de soleil, ai-je murmuré. Parce que demain, j'amène la tempête. Le 3e jour de Red Flag s'est levé avec le genre de violence que seul le désert du Nevada sait produire. Le ciel n'était pas bleu. Il était d'un violet meurtri, lourd de poussière et d'électricité statique. Le vent hurlait sur le tarmac à 40 nœuds, fouettant le sable contre les hangars comme de la chevrotine. Dans la salle de briefing ce matin-là, l'officier de sécurité avait été limpide. Les conditions météorologiques sont marginales. Le plancher de sécurité est soulevé à 10 000 pieds AGL, au-dessus du niveau du sol. Si vous passez sous les 10 000 pieds, vous êtes mort. Sans exception. Le plancher de sécurité est un sol imaginaire dans le ciel. En dessous de cette ligne, nous prétendons que le sol physique existe. C'est là pour empêcher les pilotes accros à l'adrénaline, de s'écraser contre les montagnes en poursuivant une cible. Violer le plancher de sécurité n'est pas seulement une entorse au règlement. C'est un motif de renvoi. Mais Marc se fichait des consignes de sécurité. Il se souciait de la terrasse d'observation VIP. Il savait que notre père, Rhett, était assis là-haut avec les huiles, buvant du café et regardant le flux de télémétrie. Marc traitait l'espace aérien comme sa scène personnelle. Et aujourd'hui, il a décidé d'improviser. J'étais assise dans la cage, les yeux rivés sur l'écran principal. Les turbulences étaient mauvaises. Même ici, dans le bunker, je pouvais ressentir la tension sur l'écran. Les blocs de données représentant les jets tremblotaient, alors qu'ils luttaient contre les vents latéraux. VIP1, ai-je entendu la voix de Marc, semblant tendue mais arrogante. J'ai un bandit dans mes 6 heures. Il prend des mesures évasives, il part à la verticale. Négatif, VIP1, a crié son ailier. Fais attention à ton altitude. Nous sommes proches du plancher. Je gère, a lancé Marc. Regarde ça. Sur mon écran, le F-35 de Marc s'est inversé. Il a baissé le nez, plongeant droit vers les pics déchiquetés du champ de tir. Il essayait de se débarrasser de Spike, l'un de mes meilleurs pilotes de la Force Rouge volant sur un F-16. Spike lui collait au basque, le suivant dans sa descente, attendant que l'alarme du plancher de sécurité force une réinitialisation. Altitude, VIP1, ai-je averti sur la fréquence de sécurité. Vous approchez du plancher de sécurité. Redressez. Marc m'a ignoré. Il a continué à plonger. 9000 pieds. 8000, il enfreignait les règles. Il faisait le show pour papa. Il passe en dessous, a chuchoté Mike à côté de moi, les jointures blanches sur le bureau. Spike, j'ai activé mon micro. Désengagé. Il est fou. Remontez. Compris, Falcon 1, je romps l'engagement, a répondu Spike. Mon pilote, Spike, a fait ce qu'il fallait. Il a remis ses ailes à plat pour sortir de son piquet. Mais Marc ne s'est pas redressé. Au lieu de cela, il a tiré un tonneau barriqué à forte accélération gravitationnelle, une manœuvre désespérée et tape à accent grave l'œil,
se plaçant directement sur la trajectoire de vol de Spike. Cela s'est passé en un battement de cœur. Les alarmes de proximité dans la cage se sont mises à hurler. L'écran a clignoté avec un avertissement de collision. Sur la télémétrie, les deux points bleus et rouges ont fusionné en un seul. Dégagement par la droite. Dégagement par la droite, ai-je hurlé dans le micro, brisant mon propre sang-froid. Dans les airs, Spike a vu le ventre du F-35 de Mark remplir toute sa verrière. C'était un mur de métal gris se déplaçant à près de 1000 km/h. Spike n'a pas réfléchi, il a réagi. Il a claqué son manche sur le côté et l'a tiré en arrière, subissant 9 G, 9 fois la force de gravité. Son corps a été écrasé dans son siège, sa vision se voilant de gris, alors que son jet tremblait et s'éloignait violemment. Mark est passé à quelques mètres seulement du cockpit de Spike. Les turbulences de sillage de son moteur ont frappé le jet de Spike comme un véritable marteau, retournant le F-16 sur le dos. Le silence planait dans la salle de contrôle. Nous attendions tous l'explosion. Nous attendions la boule de feu sur l'écran. Puis la voix de Spike est passée à la radio, haletante et tremblante. D'où Jésus, Falcon 1. Je vais bien. Je reprends le contrôle. C'était trop près. On a frôlé la tôle. Il était en vie, mais il était terrifié. J'ai laissé échapper un souffle qui m'a semblé déchirer mes poumons. Mes mains tremblaient. Ce n'était pas une simulation. C'était la mort qui frappait à la porte. Puis la voix de Mark a coupé le silence. Et, regarde où tu voles, idiot, a hurlé Mark, sa voix pleine d'adrénaline et de rage mal placée. Tu m'as coupé la route. Tu as failli érafler mon avion. Apprends à piloter ou dégage de mon espace aérien. Il ne s'excusait pas. Il ne s'enquérait pas de l'état de l'homme qu'il avait failli tuer. Il blâmait la victime. Il était en colère, car l'expérience de mort imminente de Spike avait gâché sa super manœuvre. C'est exactement ici que se trouve le moment où le sang vous bout. Nous avons tous rencontré quelqu'un comme Mark, quelqu'un qui met le feu à la maison, et qui vous blâme ensuite pour la fumée. C'est la forme ultime du détournement cognitif, gaslighting. Si vous avez déjà eu affaire à une personne toxique, qui refuse d'assumer la responsabilité des dommages qu'elle cause, j'ai besoin que vous cliquiez sur le bouton j'aime dès maintenant. Montrons-leur que nous voyons clair dans leurs mensonges. Et dans les commentaires, je veux que vous tapiez « responsabilité ». Un seul mot. Exigeons-la. Quelque chose en moi ne s'est pas seulement brisé, cela s'est solidifié. La sœur qui voulait donner une leçon à son petit frère, s'est évanouie. Le major qui voulait protéger ses pilotes, a pris le relais. J'ai arraché le casque de mes oreilles, et je l'ai jeté sur la console. Le plastique a craqué, mais je m'en fichais. Je me suis levé, ma chaise crissant contre le sol. Chaque tête dans la pièce s'est tournée vers moi. Ils ont vu le feu dans mes yeux. Ils ont vu le faucon, que mon père prétendait ne jamais avoir existé. Je me suis penché sur le microphone principal, celui qui diffusait sur toutes les fréquences, bleu, rouge et de sécurité. Fin de l'exercice, ai-je dit. Ma voix était basse, d'un calme terrifiant. Fin de l'exercice. Fin de l'exercice. Le ciel est devenu silencieux. L'exercice s'est arrêté instantanément. Tous les appareils, retour à la base immédiatement, ai-je ordonné. VIP1, vous êtes cloué au sol. Ramenez vos fesses sur le tarmac, maintenant. Vous ne pouvez pas me clouer au sol, a argumenté Mark, sa voix devenant aiguë. Papa regarde. J'étais sous contrôle. J'ai dit maintenant, lieutenant, je l'ai coupé. Ou je ferai attendre la police militaire au pied de l'échelle, pour vous extirper de ce cockpit. J'ai coupé la transmission. La pièce était d'un silence de mort. Mike a levé les yeux vers moi, un mélange de peur et de crainte respectueuse sur le visage. Major, a-t-il demandé doucement. Qu'est-ce qu'on fait pour demain, l'exercice final? J'ai fixé l'écran vide. Mark avait failli tuer un de mes hommes. Il avait prouvé qu'il était dangereux. Il n'était pas juste arrogant. Il était un danger public. Et mon père était là-haut, racontant probablement au général que c'était la faute de Spike. J'ai regardé Sarah. Préparez les protocoles de sécurité pour le scénario final, ai-je dit. Lesquels, madame? Tous, ai-je dit. Préparez le protocole alpha. Sarah a haleté.
Le protocole Alpha, madame? Cela active l'ensemble du système de défense aérienne intégré, les sites SAM simulés, le brouillage électronique, le scénario de la Horde d'Or. C'est impossible d'y survivre. C'est conçu pour une simulation de guerre à grande échelle, pas pour l'entraînement. Il veut une guerre, ai-je dit, en ramassant mon casque cassé. Il veut jouer les héros. Très bien. Je me suis dirigé vers la porte. J'avais besoin d'air. J'avais besoin de me préparer. Demain, ai-je dit, en regardant mon équipe une dernière fois. Nous n'enseignons pas. Demain, le ciel leur tombe sur la tête. Activez tout. Je veux que le désert brûle. Oui, madame, a chuchoté Mike. Je suis sorti de la cage. Mark pensait qu'il volait contre une sœur qui cherchait son respect. Il avait tort. Demain, il volait contre Falcon 1. Et Falcon 1 n'avait pas de frère. Elle n'avait que des proies. Le soleil n'avait même pas encore franchi l'horizon, au-dessus des montagnes de la Chiprange, lorsque mon téléphone a vibré contre la console centrale de mon pick-up. Il était 6 heures du matin. L'air extérieur était frais, cette fraîcheur trompeuse du désert, avant que la chaleur ne transforme le tarmac en poêle à frire. J'ai fixé l'écran. L'identification de l'appelant affichait « Papa ». J'ai décroché, en regardant la ligne de vol de Nelly à travers mon pare-brise. Les F-16 et les F-35 n'étaient que des silhouettes contre l'aube violette. Des bêtes endormies, attendant qu'on les réveille. Major Wyatt, ai-je répondu, gardant une voix professionnelle. Julissa, la voix de mon père a tonné, omettant les salutations d'usage. Il semblait d'excellente humeur, probablement déjà à sa 2e tasse de café à l'hôtel Casino. Je me rends sur la terrasse d'observation avec le général Harris dans 1 heure. Grand jour aujourd'hui. La sortie finale. En effet, ai-je dit, ma prise se resserrant sur le volant. Mark vole encore en tête. Exactement, a dit Rhett, son ton passant à cette fréquence condescendante et confidentielle, qu'il utilisait quand il voulait une faveur. Écoute, je sais qu'hier a été mouvementé. Mark m'a parlé des turbulences. Il a dit que ce pilote agresseur lui avait coupé la route. C'est un vol dangereux de la part de ton équipe, Jules. Tu dois les recadrer. J'ai failli rire. C'était un son sombre et amer, qui est resté coincé dans ma gorge. Mark avait failli tuer un homme, violer un ordre de sécurité concernant le plancher de vol, et hurler sur un officier supérieur. Et dans le monde de Rhett Wyatt, c'était la faute de mon équipe. C'était toujours la faute de quelqu'un d'autre. C'est ce qu'il t'a dit, ai-je demandé. L'important, c'est que la journée d'aujourd'hui doit être parfaite, m'a coupé Rhett, en m'écrasant. Le général décide de la liste finale pour le déploiement. Je veux que tu t'assures que ton frère brille aujourd'hui. Ne lui lance pas de boule courbe. Donne-lui un scénario standard. Laisse-le bien paraître, pour le nom de la famille. Il ne me demandait pas de faire mon travail. Il me demandait de truquer le jeu. Il me demandait de trahir mon uniforme, pour flatter son ego. J'ai regardé le sac de vol noir, posé sur le siège passager. À l'intérieur, se trouvait mon casque. Ne t'inquiète pas, papa, ai-je dit, ma voix étant dangereusement calme. Je te le promets. Aujourd'hui, je vais donner à Mark, exactement ce qu'il mérite. C'est ma fille, a-t-il dit, le soulagement inondant sa voix. Il pensait que je capitulais. Il pensait que j'étais redevenue la fille obéissante. Je savais que je pouvais compter sur toi. On ira dîner après. C'est moi qui offre les steaks. J'ai raccroché. Je ne lui ai pas dit qu'il n'aurait plus d'appétit pour un steak quand j'en aurais terminé. Je suis entré dans le bâtiment, contournant la machine à café, pour me diriger tout droit vers la salle des serveurs. Sarah y était déjà, l'air pâle. Elle avait vu le plan de vol. Patronne, a-t-il dit, en se levant à mon entrée. J'ai fait ce que vous avez demandé. J'ai accédé à la bibliothèque des menaces. Montrez-moi, ai-je dit, en me penchant par-dessus son épaule. Sur l'écran, s'affichait le profil de guerre électronique pour la mission du jour. Habituellement, nous projetions des signatures radar simples, MiG-29, Su-27, des menaces standards. J'ai reprogrammé les brouilleurs DRFM, ai-je dit, en pointant le code. Nous n'allons pas seulement brouiller leur radar aujourd'hui, Sarah. Nous allons les manipuler psychologiquement.
J'avais conçu un protocole fantôme. Le système allait capter les signaux radars du F-35 de Mark, les modifier, et les lui renvoyer. Son écran afficherait 4 avions ennemis l'entourant. Mais quand il tournerait la tête pour regarder, le ciel serait vide. Puis, lorsqu'il se détendrait, les vrais bandits frapperaient depuis son angle mort. C'est diabolique, Major, a chuchoté Sarah. Mais il y avait de l'admiration dans sa voix. Il fait plus confiance à ses capteurs qu'à ses propres yeux. Ça va le rendre fou. C'est le but, ai-je dit. Il pense que c'est la machine qui fait de lui un pilote. Aujourd'hui, la machine ment. J'ai laissé Sarah et j'ai marché vers les vestiaires. L'odeur de vieille sueur, de cirage, et de Nomex remplissait l'air. Mon équipe était déjà là. 4 des meilleurs pilotes de l'armée de l'air, portant les écussons à l'étoile rouge de l'escadron agresseur. Spike était assis sur un banc, lassant ses bottes. Il a levé les yeux quand je suis entré. Il y avait un bleu sur son cou, à cause de la force G de l'incident d'hier. La pièce est devenue silencieuse. Écoutez-moi bien, ai-je dit, me tenant au centre de la pièce. Aujourd'hui, c'est le protocole alpha. Mais j'ai des règles d'engagement spécifiques, pour le chasseur de tête bleue, VIP1. Les pilotes ont échangé des regards. Ils détestaient Mark. Ils voulaient du sang. Nous ne le tuons pas rapidement, ai-je ordonné. Si vous l'avez en ligne de mire, ne tirez pas immédiatement. Je veux que vous éliminiez ces ailiers en premier. Descendez-les un par un. Forcez-le à regarder son équipe mourir. Isolez-le. On va le laisser tout seul là-haut, a dit Spike, un sourire sinistre se formant sur ses lèvres. Exactement, j'ai hoché la tête. Je veux qu'il soit coincé au milieu du désert, avec 4 bandits qui lui tournent autour. Je veux qu'il ressente la panique. Je veux qu'il comprenne que, sans son équipe, il n'est rien. Et qui porte le coup de grâce, patronne, a demandé Spike. Vous voulez que je l'achève? J'ai secoué la tête. Je me suis dirigé vers mon casier, celui que je n'avais pas ouvert depuis 3 ans. J'ai fait tourner le cadenas à combinaison. Clac, clac, clac. Non, ai-je dit, en ouvrant la porte métallique. Vous venez d'entendre les moutons. Le loup mange aujourd'hui. À l'intérieur du casier, pendait ma combinaison anti-G. Elle était vert olive, lourde de fermeture éclair et de poches d'air, conçue pour comprimer mes jambes, et maintenir le sang dans mon cerveau pendant les manœuvres à forte inertie. À côté, se trouvait mon casque, la visière sombre et rayée par des milliers d'heures d'entraînement au combat. J'ai retiré ma veste d'uniforme de service. J'ai déboutonné ma chemise. J'ai enfilé la combinaison anti-G. Le bruit familier des lourdes fermetures éclair, se refermant autour de mes jambes. Ayant l'impression d'enfiler une armure, j'ai serré les bandes velcro autour de ma taille. J'ai mis mes bottes de combat, lassant fermement, assez pour couper la circulation. Pendant les 2 dernières semaines, j'avais été la voix dans leur oreille. J'avais été le gratte-papier dont mon frère se moquait. J'avais été la belle fille assise dans le noir. Pas aujourd'hui. J'ai attrapé mon sac à casque, et je me suis tourné vers mon équipe. Ils me fixaient. Ils ne m'avaient jamais vu en tenue de vol. Ils me connaissaient comme la stratège, l'architecte. Ils avaient oublié qu'avant d'être un commandant, j'étais un tueur dans le cockpit. On y va, ai-je dit. J'ai poussé les lourdes portes en acier, et je suis sorti sur la ligne de vol. La chaleur m'a frappé instantanément. Un mur d'air sec et poussiéreux. Le bruit était assourdissant. Le gémissement des groupes auxiliaires de puissance, le rugissement des moteurs à réaction qui démarraient, l'odeur du kérosène brûlé. Il était là. Mon jet. Un F-16C Block 30. Mais il n'était pas peint dans le gris standard de l'armée de l'air. Il était peint dans le schéma RET. Un camouflage en éclat noir et bleu foncé, conçu pour imiter le Su-57 russe. Il avait l'air agressif. Il avait l'air méchant. J'ai fait le tour de l'avion, passant ma main sur le métal froid du volet de bord d'attaque. J'ai vérifié le train d'atterrissage. J'ai vérifié les missiles, des munitions d'entraînement inertes, mais qui s'enregistreraient comme de véritables cibles détruites dans l'ordinateur. J'ai grimpé à l'échelle. Le cockpit était étroit, sentant la vieille sueur et l'avionique. Je me suis attaché, connectant mon tuyau d'oxygène, branchant mon câble de communication. J'ai abaissé la verrière.
Le monde extérieur est devenu étouffé, distant. Sol, ici Falcon 1, ai-je dit dans mon masque. Ma voix sonnait différemment, dans cet espace clos. Elle sonnait comme un jugement dernier. Test radio. Reçu fort et clair, Falcon 1, a répondu la tour. Vous êtes autorisé pour le démarrage des moteurs. J'ai actionné les interrupteurs. Le moteur derrière moi a gémi, puis a rugi pour prendre vie. Un tigre qui se réveille. Toute la structure de l'avion a vibré, secouant mes os. J'ai regardé la tour de la terrasse d'observation au loin. Je savais que mon père était là-haut, s'attendant à voir son fils triompher. J'ai poussé la manette des gaz vers l'avant. Le jet noir a fait une embardée sur la voie de circulation. Marc était déjà là-haut, attendant dans le ciel. Il pensait être le personnage principal de ce film. Il ne réalisait pas que le réalisateur venait tout juste d'arriver sur le plateau. Vol Falcon, ai-je commandé. Check-in 2, 3, 4. Falcon en mouvement, ai-je dit. Allons chasser. L'air à 20 000 pieds était rare et froid, mais à l'intérieur du cockpit de VIP1, Mark Wyatt transpirait à travers sa combinaison de vol. VIP2, soutien. J'ai 4 bandits sur le nez. J'ai besoin de couverture, a hurlé Mark dans son masque à oxygène. Des parasites lui ont répondu. VIP2 est abattu, leader. J'ai été touché il y a 5 minutes. VIP3, où êtes-vous? Mort, VIP1. Ils nous ont cueillis pendant que tu poursuivais cet écho fantôme. Mark était seul. Je l'observais, 3 kilomètres plus loin, confortablement installé dans l'ombre de sa dérive verticale. Je pilotais mon F-16 agresseur noir, peint pour ressembler à un fantôme russe. Mon radar était éteint. Ma signature thermique était masquée par le soleil. Pour lui, je n'existais pas. Mais sur son casque sophistiqué à 40 millions d'euros, il voyait des cauchemars. Mon protocole fantôme fonctionnait à merveille. Son radar peignait 4 avions ennemis l'entourant, le verrouillant, le narguant. Il tirait sur son manche à gauche et à droite, essayant d'esquiver des missiles qui n'étaient pas là. Brûlant du carburant, épuisant son énergie, la panique s'installant en lui comme un virus. Mes capteurs déconnent, a hurlé Mark, la voix craquelée. Je n'arrive pas à accrocher la cible. Ils sont partout. Il ne combattait pas des pilotes. Il combattait sa propre dépendance à la machine. Il combattait l'arrogance qui lui avait dit que la technologie pouvait remplacer la discipline. Spike, j'ai activé mon micro interne. Statut. Il est tout à vous, Falcon 1, a répondu Spike depuis le sol, s'étant éjecté virtuellement il y a 10 minutes. Le mouton est isolé. Le loup a le feu vert. J'ai poussé ma manette des gaz vers l'avant. Mon F-16 a bondi, le moteur GE rugissant alors que je réduisais la distance. J'ai glissé sans effort dans la zone de contrôle derrière Mark. Le cône mortel, où je pouvais faire feu à volonté, et où il ne pouvait rien y faire. J'ai armé mes missiles IM-9 Sidewinder simulés. Un grognement aigu a rempli mon casque. La tonalité de verrouillage. Le son de la mort. J'aurais pu l'abattre silencieusement. J'aurais pu simplement enregistrer la cible, et rentrer chez moi. Mais cette leçon nécessitait une touche personnelle. J'ai atteint l'interrupteur de communication, et je suis passé sur la fréquence de garde. Vérifiez vos 6 heures, lieutenant. Devant moi, j'ai vu le F-35 de Mark s'incliner violemment vers la droite, alors qu'il tournait frénétiquement la tête. Il a regardé en arrière. Il m'a vu. Il a vu le jet noir remplir ses rétroviseurs, logé directement dans sa queue. Inéluctable, inévitable. Fox 2, ai-je dit calmement. VIP1 abattu. L'ordinateur a enregistré le tir. Le cockpit de Mark allait clignoter en rouge. Cible neutralisée. Ces systèmes allaient fermer le mode combat. Il n'était plus qu'une brique volante. Cible confirmée, a confirmé le contrôleur AWACS à la radio. VIP1 est abattu. Fin de l'exercice. Tous les acteurs, cessez le feu. RTB. Mark n'a pas prononcé un mot. Pour la première fois de sa vie, il était silencieux. 2 heures plus tard, l'auditorium principal de Nelly était bondé. L'air était lourd, chargé de l'odeur de sueur séchée, d'adrénaline et de vieux café. Chaque pilote des forces rouges et bleues était présent. Au premier rang siégeait l'état-major.
Le général Harris, flanqué des officiers du comité de sécurité, et de mon père, le colonel Rhett Wyatt. Mark était assis à la table sur l'estrade, semblant tout petit. Il portait toujours sa combinaison anti-G, les cheveux collés par la sueur. Il regardait papa, implorant silencieusement une bouée de sauvetage. Papa fixait droit devant lui, la mâchoire serrée comme de la pierre. Je me suis avancé vers le podium. La pièce est devenue d'un silence de mort. J'ai branché ma clé de données sur la console. L'écran géant derrière moi s'est illuminé. Regardons l'enregistrement, ai-je dit. Ma voix n'était pas en colère. Elle était clinique. C'était la voix d'un médecin légiste, expliquant une cause de décès. L'écran montrait les images du HUD, l'affichage tête haute, du jet de Mark. C'était un montage humiliant. On le voyait poursuivre des signaux fantômes. On le voyait abandonner ses ailiers. On le voyait brûler ses réserves de carburant, en pleine panique. À 8h15, ai-je dit, en utilisant un pointeur laser pour encercler le bloc de données. Le lieutenant Wyatt a rompu la formation, pour poursuivre une fausse signature radar. Ce faisant, il a laissé son ailier, VIP2, exposé à une attaque de flanc. VIP2 est mort 60 secondes plus tard. Mark a remué sur son siège. Mon radar était brouillé, a-t-il marmonné. Le système me donnait de faux positifs. C'était un bug technique. Ce n'était pas un bug, ai-je dit, en le coupant. C'était un test. Un test de conscience de la situation. Vous avez fait confiance à l'écran, au lieu de regarder par la fenêtre. J'ai cliqué sur la télécommande. La vidéo a avancé. À 8h22, le lieutenant Wyatt a violé la restriction d'altitude du plancher de sécurité, pour la deuxième journée consécutive, en tentant d'esquiver un missile qui n'était pas là. La salle a murmuré. Une violation du plancher de sécurité était grave. 2 d'affilée, c'était de la négligence. Et enfin, j'ai cliqué sur le dernier extrait. Il montrait mon F-16 noir, positionné derrière lui pendant 45 bonnes secondes, alors qu'il se battait contre des fantômes. À 8h30, le leader agresseur, moi-même, a obtenu une solution de tir au canon, et un verrouillage de missile Fox 2. Je suis resté dans vos 6 heures pendant près d'une minute, lieutenant. Vous n'avez jamais vérifié. Vous n'avez jamais assuré vos arrières. J'ai éteint l'écran. L'obscurité a semblé avaler Mark tout entier. Les données ne mentent pas, ai-je dit, en regardant directement le général Harris, puis en déplaçant mon regard vers mon père. Le lieutenant Wyatt est mort 4 fois en 20 minutes. Il a fait tuer tout son vol. Il a privilégié son propre score, au détriment de la mission et de la sécurité de son équipe. Dans une vraie guerre, ces 4 pilotes ne rentrent pas chez leur famille. Parce que leur chef voulait jouer au héros. J'ai posé la télécommande sur le podium. Le bruit a résonné comme le coup de marteau d'un juge. Il est un danger pour lui-même, et pour quiconque se trouve dans les airs avec lui. Mark s'est levé, le visage rouge. C'était un coup monté. Elle a truqué la simulation. Papa, dis-leur qu'elle l'a truqué. Rhett Wyatt n'a pas bougé. Il n'a pas regardé Mark. Il fixait le sol. Le poids de l'humiliation publique, écrasant le fantasme qu'il avait construit autour de son fils. Le général Harris s'est penché en avant. Il n'a pas non plus regardé Mark. Il a regardé l'officier de sécurité, le colonel Peterson. Colonel, a demandé le général. Le colonel Peterson s'est levé. C'était un officier à cheval sur le règlement, qui détestait les cow-boys. J'en ai assez vu, a déclaré Peterson. Lieutenant Wyatt, sur la base des données de télémétrie, et des violations flagrantes des protocoles de sécurité. Peterson a fait une pause, laissant les mots flotter dans l'air. Votre statut de vol est révoqué, avec effet immédiat, dans l'attente d'un conseil d'évaluation en vol. Vous êtes cloué au sol. Remettez vos ailes. Mark s'est figé. Il a de nouveau regardé notre père. Papa. Rhett a finalement levé les yeux. Ses yeux étaient vides. Il ne voyait plus le garçon en or. Il voyait un boulet. Il voyait son propre ego voler en éclats. Il n'a pas dit un mot. Il a simplement détourné la tête. Mark s'est effondré sur sa chaise, enfouissant son visage dans ses mains.
La salle était silencieuse, à l'exception du ronronnement du projecteur en phase de refroidissement. J'ai rassemblé mes papiers, et j'ai quitté la scène. Je ne ressentais pas de joie. Je ne me sentais pas heureuse. Je ressentais une satisfaction froide et dure, le genre de satisfaction que l'on éprouve, lorsqu'on équilibre enfin un grand livre de comptes, qui est dans le rouge depuis 30 ans. La justice avait été rendue, et elle avait le goût de l'acier froid. Les lourdes portes en acier de la salle de briefing se sont refermées derrière moi dans un clic, scellant le silence climatisé et frais du débriefing. Je suis sorti dans l'après-midi du Nevada, et la chaleur m'a frappé comme un coup physique. Il faisait plus de 43 degrés Celsius sur l'asphalte. Le genre de chaleur sèche et étouffante, qui fait s'évaporer l'humidité de votre peau. L'air vacillait au-dessus des rangées de voitures en stationnement, déformant l'horizon. J'ai marché vers mon pick-up, mes bottes crissant sur le gravier. Je me sentais vidé. Pas la bonne fatigue que l'on ressent après une longue course ou une mission réussie, mais l'épuisement profond, qui pénètre jusqu'aux os, qui vient d'avoir mené une guerre qui n'aurait jamais dû exister. Je voulais juste rentrer chez moi, prendre une douche, et nettoyer cette journée. Mais en contournant le parking, je l'ai vu. Rhett Wyatt était appuyé contre le capot de mon pick-up. Il portait toujours sa veste impeccable, mais la chaleur avait fini par l'atteindre. La sueur perlait sur son front, et son visage était empourpré d'une dangereuse nuance de cramoisi. Il ne faisait pas les 100 pas. Il attendait. Comme un prédateur, qui attend que sa proie sorte de sa cachette. J'ai ralenti le pas, mais je ne me suis pas arrêté. J'ai mis mes lunettes de soleil, protégeant mes yeux. C'était une petite barrière, mais c'était la mienne. Tu as l'air heureuse, a craché Rhett, lorsque je suis arrivé à portée de voix. Il a repoussé le capot de mon camion, bloquant la porte du côté conducteur. J'espère que tu es fier de toi. Je me suis arrêté à 1 mètre de lui. Je ne suis pas heureuse, papa. Et je ne suis pas fière. Je fais juste mon travail. Ton travail, a-t-il ri, un bruit rauque et aboyant. Ton travail, c'était de soutenir ton frère. Ton travail, c'était de l'aider à assurer son héritage. Au lieu de ça, tu l'as humilié. Tu m'as humilié. Il a fait un pas de plus, envahissant mon espace personnel. Son doigt a pointé le bâtiment derrière nous. Tu as trafiqué cette simulation. Jalissa, ne me mens pas. J'ai vu ce que tu as fait. Tu as programmé ces fantômes. Tu l'as piégé pour qu'il échoue, parce que tu ne supportais pas de le voir réussir. Tu es jalouse. Tu as toujours été jalouse de lui, parce qu'il a le talent inné. Et que tu n'es que toi. J'ai regardé cet homme. Cet homme que j'avais passé 32 ans à essayer d'impressionner. Cet homme dont j'avais couru après l'approbation à travers 3 continents, et au cours de 2 périodes de déploiement au combat. Et soudainement, en le regardant transpirer sur ce parking, fulminant à propos de son propre ego, alors que la carrière de son fils était en ruine, l'illusion s'est finalement brisée. Je ne ressentais plus de colère. Je ne ressentais plus rien. Un verset de la Bible a flotté dans mon esprit, clair comme de l'eau de roche. Matthieu 7h6, ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Pendant des années, j'avais jeté mes perles, mes accomplissements, mon amour, ma loyauté à ses pieds. Et il les avait piétinés à chaque fois. Ce n'était pas parce que je n'étais pas assez bien. C'était parce qu'il ne connaissait pas la valeur des perles. J'ai pris une profonde inspiration, inhalant l'odeur du goudron chaud et de l'armoise. Je ne l'ai pas humilié, papa, ai-je dit, d'une voix calme et basse. C'est toi qui l'as fait. Pardon, a-t-il bafouillé, les yeux exorbités. Tu l'as humilié, en lui faisant croire qu'il n'avait besoin de travailler pour rien obtenir, ai-je continué, en lui coupant la parole. Tu lui as offert une montre, au lieu d'une éthique de travail. Tu lui as appris que les règles, c'était pour les autres. Et aujourd'hui, le monde réel l'a enfin rattrapé. C'est un Wyatt, a hurlé Rhett. Il mérite. Il mérite d'être en vie, ai-je craqué, ma voix s'élevant pour la première fois. La force de mes mots l'a fait sursauter. As-tu la moindre idée de ce qui s'est passé là-haut? Il est mort 4 fois, papa. 4 fois. Si c'était de vrais missiles, si c'était une vraie guerre au-dessus du Pacifique ou du Moyen-Orient, Marc ne serait pas assis dans une salle de débriefing en ce moment. Je me suis rapproché de lui,
retirant mes lunettes de soleil pour qu'il puisse voir la conviction absolue dans mes yeux. Si je ne lui avais pas donné cette leçon aujourd'hui, si je l'avais laissé réussir et être déployé, tu ne serais pas en train de lui payer un dîner de célébration ce soir. Tu serais en train d'attendre sur ton porche qu'une berline noire se gare. Tu serais en train d'attendre que 2 officiers en tenue de cérémonie frappent à ta porte et te remettent un drapeau plié. Red s'est figé. Les couleurs ont quitté son visage. Dans la communauté militaire, le drapeau plié est le silencieux ultime. C'est le symbole du sacrifice final. Je lui ai sauvé la vie aujourd'hui, ai-je chuchoté avec férocité. Je l'ai cloué au sol, pour que tu n'aies pas à l'enterrer. Et au lieu de me remercier, tu te tiens là, à t'inquiéter pour ta réputation. Red a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Il ressemblait à un poisson cherchant de l'air. L'espace d'une fraction de seconde, j'ai vu une lueur de doute dans ses yeux. Mais ensuite, le narcissisme a repris le dessus. Le mur s'est relevé. Il ne pouvait pas accepter d'avoir tort. Il ne pouvait pas accepter que son garçon en or fût imparfait. Tu es ingrate, a-t-il marmonné, détournant le regard, incapable de soutenir le mien. Après tout ce que j'ai fait pour subvenir à tes besoins. J'ai secoué la tête lentement. Tu as fourni un toit, papa. Mais tu n'as jamais offert un foyer. J'ai fait le tour, et j'ai ouvert la portière de mon pick-up. J'ai grimpé dans la cabine, la chaleur à l'intérieur me cuisant sur place, mais je m'en fichais. J'ai démarré le moteur. Red a frappé de la main sur l'encadrement de la fenêtre. Où vas-tu? Nous n'avons pas terminé. Tu dois réparer ça. Tu dois retourner là-bas, et dire au général Harris que c'était une erreur du système. J'ai baissé la vitre d'à peine 1 centimètre. La climatisation a soufflé de l'air froid sur mon visage, un contraste saisissant avec la chaleur qu'il dégageait. J'ai fini de réparer tes erreurs, papa, ai-je dit. Et j'ai fini de m'excuser pour ma réussite. Si tu t'en vas, a-t-il menacé, en pointant un doigt tremblant vers moi. Ne t'attends pas à avoir une place à Thanksgiving. N'attends plus rien de moi. Je n'attends plus rien de toi, depuis que j'ai 10 ans, ai-je répondu. Ne m'appelle plus, papa. Ne m'appelle plus, tant que tu n'auras pas appris à respecter cet uniforme, et la femme qui le porte. Je n'ai pas attendu sa réponse. J'ai enclenché la marche avant, et je suis sorti de ma place de parking en trombe. J'ai regardé dans le rétroviseur une dernière fois. Red Wyatt se tenait seul au milieu du parking vide, petit et rapetissant, face au vaste et indifférent paysage désertique. Il ressemblait à un homme qui avait construit un château de sable, et la marée était enfin montée. J'ai tourné sur la route principale, la base disparaissant derrière moi. J'ai tendu la main et j'ai éteint mon téléphone. Le silence a rempli la cabine. C'était le plus beau son que j'avais jamais entendu. Les retombées ont été rapides, exactement comme je le savais. Mark n'a pas été renvoyé de l'armée de l'air. Le nom Wyatt avait encore assez de poids pour éviter une décharge déshonorante, et papa a tiré sur toutes les ficelles qui lui restaient pour sauver la face. Mais les jours de Mark en tant que pilote de chasse étaient révolus. Le conseil d'évaluation en vol a visionné mes enregistrements. Ils ont vu la négligence. Ils ont vu le danger. Ils l'ont déchu de son statut de vol de façon permanente. 2 jours plus tard, je traversais l'aile administrative du quartier général de la base, pour déposer mon rapport final. J'ai tourné au coin d'un couloir, et j'ai failli entrer en collision avec un jeune officier, qui poussait un lourd chariot chargé de cartons de papier pour imprimante, et de cartouches de toner. C'était Mark. Il portait son uniforme de service, mais les ailes de pilote avaient disparu de sa poitrine. Il avait l'air fatigué. L'arrogance avait disparu. Le sourire de tête brûlée s'était envolé. Il était désormais un officier de la logistique, un jockey de l'approvisionnement, un gratte-papier. Il a arrêté le chariot. Il a levé les yeux et m'a vu. Pendant un instant, j'ai cru qu'il allait hurler. J'ai cru qu'il allait répéter les accusations de papa, mais il ne l'a pas fait. Il a regardé les feuilles de chêne de Major sur mes épaules. Puis, il a regardé les boîtes de papier qu'il poussait, le travail même pour lequel il s'était moqué de moi, il y a à peine 2 semaines. L'ironie flottait dans l'air, lourde et épaisse. Le visage de Mark a viré au rouge. Il n'a pas dit un mot. Il a juste baissé la tête, les yeux fixés sur le sol en lino, et il a poussé son chariot devant moi. Les roues ont grincé,
un son aigu et agaçant, qui s'est estompé alors qu'il disparaissait dans le long couloir éclairé au néon. Je ne l'ai pas arrêté. Je n'ai pas jubilé. Je n'ai pas dit, je te l'avais bien dit. J'ai juste continué à marcher. J'avais un escadron à commander. Et pour la première fois de ma vie, je ne marchais dans l'ombre de personne. Je marchais dans ma propre lumière. 1 an. C'est étrange la façon dont le temps fonctionne. Quand vous souffrez, quand vous êtes la fille invisible, debout dans le coin d'une pièce bondée, le temps s'étire. On a l'impression de patauger dans du béton frais. Mais quand vous volez, quand vous êtes enfin véritablement libre, le temps se déplace comme un F-16 en pleine post-combustion. Il devient flou. Je me tenais près de la grande fenêtre en verre trempé de mon bureau, regardant la chaleur vacillante sur la ligne de vol de la base aérienne de Nelly. La vue était magnifique. D'ici, je pouvais tout voir. Je pouvais voir les équipes de maintenance préparer les jets, les camions de carburant se faufiler, et les pilotes marcher vers leurs avions avec cette démarche lourde et assurée si caractéristique. J'ai pris une gorgée de mon café. Ce n'était plus ce liquide brûlé, semblable à de la boue, provenant de la cafetière de la salle de briefing. C'était un café fraîchement préparé, par la machine dans le coin de mon bureau. Mon bureau. Je me suis retourné vers mon bureau. Une plaque gravée en acajou reposait sur le bord, accrochant le soleil de l'après-midi. Elle ne disait pas « assistante » ou « administrative ». Elle disait « Major Jalissa Wyatt, commandant, 64e escadron d'agresseurs ». Beaucoup de choses avaient changé en 12 mois. Après, l'incident de Red Flag, comme on le chuchotait désormais au club des officiers, le général Harris ne m'avait pas seulement promu. Il m'avait donné les clés du royaume. Il m'avait mis en charge de l'ensemble du programme de la force d'opposition. Je ne me contentais plus de concevoir des scénarios dans un sombre caveau. Je dirigeais les loups. Ma porte était ouverte. À l'extérieur, dans l'effervescence de la salle commune, je pouvais entendre Spike rire avec un nouveau pilote transféré, racontant probablement l'histoire de la fois où il a failli mourir, et de la façon dont sa patronne l'a sauvé. L'atmosphère n'était pas toxique. Elle n'était pas compétitive, de cette manière mesquine et impitoyable qu'elle avait l'habitude d'être. C'était pointu. C'était professionnel. C'était une famille. Je me suis assise dans mon fauteuil en cuir, et j'ai sorti mon écran d'ordinateur de sa veille. J'avais une pile d'évaluation de performance à signer, et une réunion budgétaire avec le Pentagone dans 1 heure. Mais d'abord, je devais vider ma boîte de réception. J'ai fait défiler le trafic habituel, rapport logistique, mise à jour météorologique, planning d'entraînement. Et puis, je me suis arrêté. Mon doigt a plané au-dessus de la souris. Là, enfoui entre un mémo sur l'entretien de la piste, et une demande de congé, se trouvait un nom qui n'était pas apparu sur mon écran depuis exactement 365 jours. Expéditeur, Red Wyatt. Objet, juste pour prendre des nouvelles. Mon cœur ne s'est pas emballé. Mes paumes n'ont pas transpiré. Cette réponse de panique, conditionnée en moi depuis l'enfance, avait disparu. À la place, j'ai ressenti une curiosité étrange et détachée. C'était comme regarder un spécimen dans un bocal. J'ai cliqué pour ouvrir l'email. Julissa, j'espère que cet email te trouve en bonne santé. J'ai entendu dire par des bruits de couloir que tu as été promu major. Félicitations. C'est une grande étape. Ici, les choses sont calmes. La maison semble vide. Ta belle-mère t'envoie son amour. Écoute. Je t'écris parce que je suis un peu dans le pétrin, et je me suis dit que vu ta nouvelle position, tu pourrais peut-être avoir de l'influence. Marc a du mal dans la logistique. Le travail ne lui convient pas. Il est malheureux. Jules, je sais qu'il y a eu des frictions entre vous deux. Mais il reste ton frère. Il y a un poste de pilote de transport qui se libère sur un vol cargo CE-130, au départ de Ramstein. Ce n'est pas de la chasse, mais c'est du vol. Si tu pouvais glisser un mot au général Harris. Peut-être arranger les choses. Je pense que ce serait un excellent nouveau départ pour lui. Nous devrions discuter. Ça fait trop longtemps. Enterrons la hache de guerre. Nous sommes une famille après tout. Amicalement, papa. Je me suis adossé à mon fauteuil, relisant ces mots. C'était une classe de maître en narcissisme. Aucune excuse, aucune reconnaissance de la dispute hurlante sur le parking. Pas de
je suis désolé de t'avoir dit que tu étais une ratée. Juste de simples félicitations désinvoltes, suivies immédiatement par une demande de faveur. Il appelait l'expérience de mort imminente de son fils et sa négligence grave, des frictions. Il qualifiait mon année de silence de « trop longue ». Il n'avait pas changé, pas d'un iota. Il essayait toujours de m'utiliser, pour réparer l'enfant chéri. Il pensait toujours que « famille » était un mot magique, qui effaçait des années de négligence émotionnelle. Pendant un instant, la petite fille de 10 ans en moi s'est réveillée. Elle voulait répondre. Elle voulait taper un paragraphe furieux, détaillant chaque blessure, chaque affront, chaque anniversaire qu'il avait raté, chaque fois qu'il m'avait regardé avec déception. Elle voulait hurler, « Pourquoi n'appelles-tu que quand tu as besoin de quelque chose ?» Mais le major l'a réduite au silence. Le major savait qu'il y avait mieux à faire. Je savais que si je répondais, même pour dire non, il le prendrait comme une ouverture. Il argumenterait. Il me manipulerait. Il me ramènerait dans la boue. Les narcissiques ne se soucient pas de l'attention négative. Ils ont juste besoin d'attention. Ils se nourrissent de l'interaction. J'ai regardé les options sur mon écran. Répondre. Répondre à tous. Supprimer. J'ai déplacé le curseur vers supprimer. Mais là, je me suis arrêté. Le supprimer ressemblait à une fuite. Cela donnait l'impression que j'avais peur de l'email, peur de l'avoir dans mon historique. J'ai déplacé le curseur vers la droite. Archiver. Archiver quelque chose signifie que vous ne le détruisez pas, mais que vous le retirez de votre vie active. Vous le rangez dans un classeur poussiéreux à la cave. Cela existe, mais cela n'a plus le pouvoir d'encombrer votre espace de travail quotidien. C'est une partie de l'histoire, pas du présent. J'ai cliqué sur archiver. L'email a disparu de ma boîte de réception. L'écran était propre. J'ai pris une grande inspiration, et pour la première fois, j'ai senti l'air remplir complètement mes poumons. Je me suis pardonné à ce moment-là. Je me suis pardonné de ne pas être la fille qu'il voulait. Je me suis pardonné de ne pas avoir pu sauver Marc. Je me suis pardonné d'être parti. Je n'étais pas leur sauveur. J'étais juste Julas. Je me suis levé, j'ai attrapé mon calot de vol, et je suis sorti du bureau. Je suis passé devant le bureau de Sarah. « Vous sortez sur la ligne, patronne ?» a-t-elle demandé, en levant les yeux de ses écrans. « Ouais », j'ai souri. J'ai besoin d'un peu d'air frais. Je suis sorti du bâtiment climatisé pour me retrouver dans la chaleur. Le soleil commençait à descendre, peignant le ciel du Nevada de traînées orange violent, et de violet meurtri. C'était l'heure dorée. Le son m'a frappé en premier. Le rugissement des post-combustion, déchirant l'atmosphère. J'ai levé les yeux. Un vol de 2 F-16, peint dans le schéma ret noir et bleu de mon escadron, faisait une rotation au décollage. Ils ont tiré à la verticale, grimpant droit vers le soleil, laissant de doubles traînées de vapeur blanche derrière eux. Ils ressemblaient à des oiseaux de proie. Ils avaient l'air dangereux et magnifiques. Je les ai regardés grimper, jusqu'à ce qu'ils ne soient plus que des points, contre l'immensité du ciel. Mon père avait l'habitude de me raconter l'histoire du phénix, l'oiseau qui brûle, et renaît de ses cendres. Il la racontait à Marc, en disant que cela représentait la résilience. Il ne me l'a jamais raconté. Il pensait que je n'avais aucun feu en moi. Il avait tort. Je n'avais pas besoin de son feu. J'avais construit le mien. J'avais réduit en cendres la vie qu'ils essayaient de m'imposer. La vie d'une secrétaire, d'une spectatrice, d'une déception. Et je m'étais relevé de ces cendres, non pas en tant que fille, mais en tant que commandant. Le vent a fouetté mes cheveux, sentant le carburéacteur et l'armoise. J'ai fermé les yeux et j'ai écouté le rugissement des moteurs. C'était le son de mon rythme cardiaque. C'était le son de ma vie. J'avais 33 ans. J'étais seul, au sens traditionnel du terme. Pas de parents pour prendre de mes nouvelles, pas de frères avec qui partager les fêtes. Mais debout là, sur le tarmac, entouré par le tonnerre de la liberté, je ne m'étais jamais senti aussi peu seul. J'ai ouvert les yeux, et j'ai regardé l'horizon, là où les montagnes rencontraient le ciel. Je suis Julas Wyatt, ai-je chuchoté au vent. Et je ne suis plus sa fille. J'ai regardé les jets disparaître dans les nuages. Je suis Falcon 1. Je me suis retourné, et j'ai marché vers le hangar, prête pour la prochaine mission. Le ciel était grand ouvert,
Et pour la première fois, il était tout à moi. Cliquer sur ce bouton archiver a été la manœuvre la plus difficile que j'ai jamais exécutée, plus difficile que n'importe quel combat aérien. Mais parfois, il faut s'éjecter d'une situation toxique pour sauver sa propre vie. Si mon histoire a résonné en vous, si vous vous battez actuellement pour trouver votre propre ciel, loin de l'ombre de quelqu'un d'autre, je veux que vous sachiez que vous avez l'autorisation de décoller. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime si vous croyez qu'il faut choisir la paix, plutôt que l'ego. Et assurez-vous de vous abonner à la chaîne, pour que nous puissions continuer à partager des histoires de résilience ensemble. Dans les commentaires ci-dessous, dites-moi, avez-vous déjà eu à archiver un membre de votre famille pour vous sauver? Je lirai vos histoires. Ici Falcon 1, terminé.